Est-ce que vous me croyez si je vous dis que douter de soi est la meilleure chose qui vous est jamais arrivée? En septembre 2012, chaque matin je me réveillais avec une seule chose en tête, fumer un joint. Les yeux à peine ouverts, je sortais de chez moi avec des gestes mécaniques et j'allumais mon joint, j'aspirais lentement une grosse fumée épaisse et je sentais mon esprit s'embrumer, mes soucis s'estomper temporairement et c'était devenu mon rituel, mon échappatoire quotidien. Mais au bout d'un moment ça me suffisait plus et il fallait que je passe à quelque chose de plus fort, alors j'ai commencé à caler des douilles, c'est une pipe à eau qu'on utilise pour fumer de la weed, et je me prenais des shots de weed le matin pour me réveiller et le soir pour m'endormir, et pourtant c'était pas suffisant. Alors le week-end, avec des copains, on se bourrait la gueule avec des bières dégoûtantes, ultra fortes, on allait au Super U et on achetait des Conis Bières, que ce sont des canettes qui coûtent 50 centimes et qui titraient à 7% d'alcool, et on en prenait tellement dans notre cartable qu'une fois on avait même réussi à faire craquer la fermeture éclair de mon Eastpak, celui que je prenais pour aller en cours. Mais ça ne s'est pas arrêté là, car j'ai commencé à faire pousser de la weed secrètement chez mes parents, et chaque jour je vérifiais la croissance en espérant que personne ne tombe dessus, mais forcément ils s'en sont rendus compte et c'est parti en scandale à la maison. Forcément dans mon lycée c'était encore pire puisque dans ma classe, il y avait les 2 tiers qui étaient des fumeurs de weed quotidien et la moitié d'entre eux étaient des dealers. Pendant les cours, la moitié de la classe dormait et l'autre moitié était en train de rouler des joints dans leur trousse pour s'enfumer en vitesse avant le prochain cours. Mais dans cet environnement, je me suis rapidement laissé entraîner et les conséquences de ça, c'est qu'au bout de 3 mois en terminale, je me suis fait virer car j'étais tout le temps absent et plus je m'enfonçais dans des comportements destructeurs, plus je doutais de moi, plus je plongeais dans les abysses des pires choses que l'on puisse faire ou imaginer. Ma vie était devenue un véritable enfer, mais j'ai fini par trouver la force de m'en sortir et aujourd'hui je vais vous partager comment je suis sorti de là, mais plus important encore, je vais vous montrer comment vous pouvez arrêter de douter de vous et poursuivre ce que vous voulez vraiment. Comment éliminer définitivement le doute de soi en tant qu'entrepreneur et même en tirer des bénéfices. Alors c'est parti pour le générique. Bienvenue sur Le Tunnel, le podcast pour ceux qui veulent tout quitter pour la liberté. Venez discuter chaque dimanche pour parler business, mindset et philosophie dans la bonne humeur avec un entrepreneur qui vit en Thaïlande. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Tunnel, je suis Tony Rougier et aujourd'hui on va parler de comment arrêter de douter de vous et poursuivre ce que vous voulez vraiment. Et dans cette première section, je voudrais qu'on aborde qu'est-ce que c'est que le doute, car selon Stéphane Covey, dans le livre Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, il a dit, il n'y a que 2 problèmes humains. Le premier, c'est de savoir ce que l'on veut, mais de ne pas savoir comment l'obtenir, et le deuxième, c'est de ne pas savoir ce que l'on veut. Et quand on a des doutes, ça peut très bien être dans la première catégorie, donc on sait ce qu'on veut, mais on a des doutes de comment est-ce qu'on va obtenir ce résultat-là, ou tout simplement de ne pas savoir ce qu'on veut, et dans ce cas-là, on a des doutes de ce que l'on veut dans notre vie, de l'objectif que l'on veut atteindre. En fait, de douter de soi-même, c'est une conversation mentale qu'on a dans notre tête, dans laquelle votre esprit remet en question votre capacité à trouver une solution souhaitable aux problèmes perçus. Par exemple, on pourrait se demander, et si j'étais pas assez fort pour gérer mon business, et si j'avais pas les épaules pour tenir ce business? Et si je n'avais pas assez de connaissances pour gérer ce problème spécifique? Et si je ne trouvais jamais de but dans ma vie? Maintenant, c'est intéressant de comprendre les causes du doute, de savoir d'où provient ce doute, pourquoi est-ce que nous doutons. Et si je m'appuie sur un philosophe qui s'appelle Soren Kierkegaard, il parle de l'angoisse de la liberté. Kierkegaard, c'est le père de l'existentialisme, et il parle du fait que plus on a de liberté, plus on va douter, ce qui peut sembler assez paradoxal et assez étrange dit comme ça, mais vous doutez parce que vous avez la liberté de choisir. Il appelle ce concept le vertige de la liberté, c'est quand on est submergé par une immensité de possibilités, on ne sait pas comment agir, on a une angoisse de choisir parce qu'on a tellement de choix possibles qu'on ne sait pas où donner de la tête, dans quelle direction aller, et ça peut nous conduire au syndrome de l'objet brillant, on va tester ceci, on va tester cela, on va complètement se sentir submergé par toute cette panoplie de choix possibles que l'on a devant nous. Et quand vous êtes entrepreneur, c'est vraiment difficile parce que vous devez constamment prendre des décisions importantes, mais vous n'avez pas la garantie que ça va fonctionner. Donc vous avez peur de faire des choix ou de faire des erreurs parce que vous ne savez pas si ce projet va fonctionner. Et en même temps, vous ressentez de l'incertitude. Par exemple, je me souviens quand j'avais lancé un nouveau produit pour une formation de guitare que j'avais vendue, même si j'avais fait des appels avec des clients, j'avais fait des sondages, j'avais fait plein de recherches en amont, je ne peux jamais avoir la certitude sûre à 100% que ça va fonctionner. Et parfois, ça va être une belle surprise, et parfois, ça va être un échec total. Mais l'important, c'est de pouvoir se relever, de comprendre qu'on a fait une erreur. Et c'est dans les erreurs qu'on apprend le plus. Mais c'est facile à dire, avec du recul, c'est facile à dire devant cette caméra, avec mon micro, dans un podcast. Mais quand on est dans le moment présent, c'est beaucoup plus difficile. Et ce que Soren Kierkegaard explique, c'est que l'angoisse, c'est une condition de la liberté. Kierkegaard, il souligne que pour l'individu, on ressent de l'angoisse parce qu'on a la liberté de choisir notre avenir, de définir exactement l'avenir qu'on veut. Ce qui est très bien parce que d'un côté, c'est un privilège, mais d'un autre côté, c'est un fardeau.
C'est un privilège parce que vous avez l'opportunité de réaliser vos objectifs, votre vision, de construire un business, de lancer des produits, de transformer la vie des gens, de faire exactement ce pourquoi vous êtes programmé ou la mission que vous vous êtes donné de faire. Mais d'un autre côté, le fait d'avoir cette liberté, c'est un fardeau parce qu'elle vient avec la responsabilité des résultats. Et chaque décision que vous prenez, elle peut avoir une conséquence négative sur votre business ou sur la vie des personnes qui sont associées. Et particulièrement pour un entrepreneur, on a de l'angoisse non seulement parce qu'on doit choisir, mais aussi parce qu'on a la pression d'avoir des résultats possibles et de faire croître notre business. Certes, on pourrait se dire qu'on a juste à passer outre ses doutes et à foncer tête baissée pour atteindre nos objectifs, mais c'est pas aussi simple que ça. Parce que si on se plante, si on prend des mauvaises décisions, si on fait des mauvais choix, si on veut juste foncer tête baissée sans réfléchir, on risque de prendre des mauvaises décisions et de ne pas avoir les résultats escomptés, de ne pas gagner assez d'argent potentiellement pour prendre des décisions qui sont importantes pour l'avenir de notre business. C'est pourquoi je voudrais maintenant vous parler de la méthode du doute méthodique qui a été popularisée par le philosophe René Descartes. Selon Descartes, tout peut être potentiellement faux. Tout ce qui n'a pas été vérifié ou démontré ne peut pas être tenu pour vrai. Et si on ne peut pas tenir quelque chose pour vrai, alors on doit la tenir pour potentiellement fausse. On doit tout remettre en question, tout ce qui n'a pas été construit avec nos connaissances sur une base solide, tout doit être remis en question. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi la méthode du doute radical ou la méthode du doute hyperbolique. Mais pourquoi hyperbolique? Hyperbolique, ça veut dire quelque chose qui est exagéré. Et effectivement, Descartes va pas tout remettre en question si la moindre parole qu'on va lui dire, il a un peu exagéré ses propos dans le sens où parfois on peut pas tout remettre en question, il faut faire avec les informations qu'on a. Et par exemple, il a dit lui-même que le temps de reconstruire notre connaissance sur des bases solides, il faut fonctionner forcément avec nos anciennes croyances. Donc Descartes, il va douter de tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend, ce qu'il croit savoir, il va même aller jusqu'à douter de lui-même. Et il dit que l'on doit se douter de ses sens, de ses croyances, de tout ce que on ne peut pas avoir pour une certitude absolue et si on ne peut pas avoir une vérification intégrale. On pourrait également appeler ça une philosophie de la paranoïa. En doutant de tout, il est sûr de ne jamais faire d'erreur. Pour Descartes, le doute, c'est un outil pour atteindre la vérité. Le doute est un instrument au service d'une méthode. L'objectif est d'écarter tout risque d'erreur. Alors c'est pour ça que le doute peut être très positif dans un sens, puisque ça permet de remettre en question les hypothèses de base en business et de ne pas forcément s'appuyer sur les choses qui ont déjà été faites par les personnes précédentes, parce que peut-être que les personnes précédentes avaient tort. Par exemple, dans le domaine de la musculation, les anciennes croyances disaient qu'il faut se muscler, il faut devenir un bodybuilder, il faut gonfler son corps et manger 5 repas par jour, 500 grammes de protéines chaque jour minimum pour se bâtir un corps ultra musclé avec des pecs apparents et ultra stock. Et finalement, un jour, quelqu'un est arrivé avec ses doutes, il a remis en question les hypothèses de base du business, il a dit, et si les gens en fait ne voulaient pas devenir des bodybuilders ultra stock qui passent leur vie à manger et se goinfrer comme des porcs, et si finalement l'objectif c'était simplement d'être en pleine forme, de ne pas être si musclé que ça, mais d'avoir on va dire un corps assez basique, mais juste quelques abdos, de manger 2 repas par jour et de jeûner pendant 12 heures, les croyances ont été totalement réinitialisées, remises à zéro. Et à partir de là, plein d'autres croyances se sont empilées les unes à la suite des autres. Et c'est parti du fait qu'un mec a douté des croyances de base qui avaient été imposées dans le marché. Donc le doute en business, c'est très très bien. Ça peut être une véritable force. Mais pourquoi est-ce que des gens intelligents ils procrastinent alors qu'ils ont toutes les ressources nécessaires pour parvenir à leur objectif? C'est quand notre zone de confort, elle rentre en conflit avec notre envie de nous développer. Par exemple, on peut avoir très envie de développer un produit, de vendre à une nouvelle audience, d'élargir notre marché. Mais d'un autre côté, on est dans notre zone de confort, on a peur, on a des doutes, on se demande si ça va fonctionner. Et même si d'un côté, notre cerveau nous dit j'ai envie de faire ça, de l'autre côté, on a notre tripes qui veulent nous faire rester dans notre zone de confort. Mais le problème, c'est que les gens ne dépasseront jamais l'opinion qu'ils ont d'eux-mêmes. Je répète encore une fois, les gens ne dépasseront jamais l'opinion qu'ils ont d'eux-mêmes. Si vous croyez dur comme fer que vous devez rester dans votre petit cocon de confort, ou si vous avez peur de passer à l'action, ou si vous pensez que vous n'avez pas les épaules pour tenir votre business, alors vous n'aurez jamais les épaules pour lancer votre business. Un autre élément déclencheur des doutes, c'est l'environnement, et notre environnement est plus puissant que notre intention. Si par exemple, vous êtes avec 9 drogués dans une pièce et vous êtes la 10e personne, il y a de fortes chances que vous deveniez le 10e drogué de la pièce d'ici la fin de la semaine. Parce que vous êtes entouré de gens, vous êtes entouré de personnes qui sont exactement comme vous, et ça va vous emmener dans cette direction. Par exemple, quand je suis rentré dans mon groupe de musique, quand j'étais au lycée, à l'époque, j'écoutais pas du tout de métal. C'était un style de musique qui me semblait étrange, les gens poussaient des hurlements, c'était pas quelque chose qui m'attirait particulièrement, mais j'ai eu l'opportunité de rentrer dans ce groupe de musique, et toutes les semaines, j'étais avec des métalleux qui portaient des bracelets avec des pics, qui se mettaient du vernis à ongles noirs, qui poussaient des cris quand on était dans la salle de répète. Et finalement, après des semaines et des semaines, quelques mois, je suis devenu moi aussi un métalleux. J'ai commencé moi aussi à avoir des pics au poignet, à avoir une guitare noire, à jouer du death metal avec ma guitare.
Et sans le vouloir, mon environnement était plus puissant que mon intention, parce qu'à la base, quand j'ai commencé la guitare, j'avais prévu de jouer du rock, j'avais pas prévu de jouer du death metal, mais mon environnement m'a conditionné et m'a fait devenir ce que je suis devenu. C'est ce qu'on appelle aussi la loi de la conformité. Maintenant, est-ce que vous devez ignorer tous vos doutes? Ne pas savoir comment gérer ces doutes, ça retarde le moment où vous allez atteindre vos objectifs. Parce que votre cerveau, il veut vous empêcher de sortir de votre zone de confort et il veut vous empêcher d'être blessé, donc il vous ramène dans une zone safe, et c'est pour cette raison que vous doutez. Quand vous avez des objectifs ambitieux et que vous êtes en train de monter un business, forcément, il y a un côté très positif, mais il y a toujours un côté négatif. Il y a le dark side. Et le problème pour les entrepreneurs, c'est qu'on se crée une identité de quelqu'un qui réussit, qui trouve toujours des super solutions à des problèmes complexes. Mais comment est-ce que vous vous sentez quand ce n'est pas le cas? Comment est-ce que vous vous sentez quand vous avez des doutes, quand vous ne trouvez pas les super solutions, quand vous ne réussissez pas? Comment est-ce que vous gérez la partie anxieuse et qui ne se sent pas en sécurité à l'intérieur de votre cerveau? Pour la plupart d'entre nous, on va remplir notre emploi du temps, on va ajouter le maximum de tâches jusqu'à ce qu'on soit débordé et on va faire semblant de ne pas écouter nos émotions. Malheureusement, quand on remplit notre emploi du temps avec plein de tâches, ça va pas être les tâches les plus importantes, ça va être plein de petites choses qui vont s'accumuler et qui vont pas être l'élément le plus important. On va esquiver la tâche la plus importante qu'on doit faire et on va toujours trouver des petites choses à faire. Ah mais non, j'ai un email à répondre. Ah mais non, je dois filmer un épisode de podcast. Ah mais non, je dois faire X, Y, Z. Et à chaque fois, on trouve des excuses qui nous empêchent de surmonter nos faiblesses et nos peurs. On fait semblant de ne pas écouter nos émotions, on se dit que tout va bien, on fait semblant que tout va bien, mais au fond de nous, on a des doutes et on n'aime pas parler de nos doutes parce que ça nous fait nous paraître faibles, ça nous fait nous paraître vulnérables. On n'aime pas être faible et donc la conséquence, c'est qu'on se sent seul parce qu'on pense que les autres ne peuvent pas nous comprendre et qu'on ne peut pas vraiment être transparent, on ne peut pas dire tout ce qu'on a dans notre tête parce qu'on a peur d'être jugé. Mais la réalité, c'est que tout le monde a des doutes et seules les personnes qui vont l'admettre vont trouver l'aide qui va leur permettre d'avancer. Maintenant, je vais vous présenter 3 stratégies pour gérer les doutes quand on a un business. Et la première stratégie pour gérer les doutes, c'est la résilience émotionnelle. Pour faire une analogie, je vais vous raconter l'histoire d'un voyage que j'ai fait en Grèce avec mon cousin il y a pas si longtemps que ça, il y a 1 ou 2 ans. On avait prévu de partir en Grèce de la France pour un voyage de 2 semaines. Et avec mon cousin, on est comme 2 frères, on s'entend super bien. On avait prévu de faire ce voyage-là, de partir du point A, d'arriver au point B, d'être là-bas, de kiffer notre vie, de passer les meilleures vacances de notre vie. J'étais parti de Bretagne, je l'avais rejoint sur Paris, et à 5 heures du matin, on s'était levé pour aller à l'aéroport. On regarde sur notre ticket, c'est écrit Charles de Gaulle. Donc on va à l'aéroport de Charles de Gaulle. On avait pris un Uber à 5 heures du mat, on l'avait payé 60 balles. Arrivé à l'aéroport de Charles de Gaulle, on regarde sur les panneaux, on voit pas notre vol. Donc on commence un petit peu à s'inquiéter. Il est 5 heures du matin, bon ça va, on a encore 1 heure et demie devant nous, donc ça devrait aller. On va à l'accueil, on va leur demander, excusez-nous, est-ce que vous savez où se trouve notre avion? Et elle va sur son ordinateur, elle tape, elle dit bah, je le trouve pas, je comprends pas. C'est étonnant parce que sur votre billet en papier, c'est écrit que c'est à Charles de Gaulle, mais sur mon ordinateur, c'est écrit que c'est à Orly. C'est-à-dire que c'est l'aéroport qui se trouve de l'autre côté de la ville de Paris, et que là, il nous reste 1 heure pour prendre notre avion. Bref, on n'a aucune chance de choper cet avion-là, on n'a aucune chance que ça fonctionne. On commence à réfléchir à des solutions. On retourne dans le centre de Paris parce qu'on ne va pas rester à l'aéroport, on ne sait pas ce qu'on va faire. On appelle la compagnie qui a organisé notre vol. Ils nous disent on n'a pas de possibilité de vous trouver un billet d'avion aujourd'hui pour aller directement de Paris à Athènes. Par contre, on a un billet d'avion qui peut vous faire passer par Barcelone. Et une fois que vous serez à Barcelone, normalement, vous pourrez aller directement en Grèce. On dit, ok, bon, de toute façon, on n'a pas le choix, on est en vacances, il faut profiter, c'est pas grave. Et donc là, on est en mode résilience plus plus. On garde le smile, on est crevé, mais on s'en fout, on sait qu'on va partir en vacances. On se marre tout en y allant, finalement, on arrive à prendre notre billet d'avion à midi et on arrive dans l'après-midi à Barcelone. Mais là, à Barcelone, finalement, il y a un autre souci et on nous dit qu'il n'y a pas de possibilité d'aller directement en Grèce et qu'on va devoir faire une escale par Londres. Ok, super, donc là, on va faire Paris, Barcelone, Barcelone-Londres, Londres-Athènes. Donc là, on est un peu dépité, mais on n'a pas le choix. Et donc, on nous offre un autre billet d'avion pour aller à Londres. Donc ça fait déjà 2 jours que notre voyage a commencé. On est à Londres, on arrive, mais finalement, on nous dit que notre avion suivant a été retardé d'une journée. Donc on va devoir rester 2 jours à Londres. Finalement, bah, nous, on se dit, bon, bah voilà, c'est un coup de chance, on a une opportunité de pouvoir visiter Londres, c'est vraiment génial. Donc merci. Au final, on avait prévu d'aller seulement à Athènes. Finalement, on se fait Barcelone, Londres, Athènes. Quelle chance de pouvoir voyager et de visiter autant de destinations. Après cette péripétie, on a réussi à aller à Athènes, puis on a ensuite réussi à aller sur l'île où on voulait aller. Tout ça pour faire le parallèle et expliquer
qu'effectivement, il faut garder le smile même quand c'est difficile. Ça peut sembler facile à dire, mais d'avoir une forme de résilience émotionnelle. Donc finalement, on a fait 1 milliard de détours, on a fait Barcelone, Londres, Grèce, une autre île, et on a réussi à arriver à destination. Ça a pris plus de temps que prévu, mais c'est exactement la même chose dans un business. On pense que ça va être facile, que le jour J, on va commencer et que au bout d'un mois, on va déjà avoir des revenus, qu'on va gagner 10 000 euros et que tout va bien se passer. Mais en fait, c'est beaucoup plus long que ça. C'est une aventure qui se déroule sur des mois et des mois, des années. Et on va rebondir d'étape en étape. Et si on s'arrête à la première destination, alors on reste bloqué. C'est comme si j'avais décidé de rester à Barcelone. Il faut toujours garder le smile et la motivation parce que de toute façon, on va douter tout au long du chemin. Même si on pense que c'est facile d'arriver à la destination, on sait qu'il va y avoir des péripéties, des choses qui vont nous bloquer et il faut rester accroché. On peut aussi utiliser le doute comme levier pour s'améliorer. Par exemple, on ne sait pas si ce produit va fonctionner, alors on va travailler 2 fois plus pour essayer de le réussir parce qu'on a des doutes sur la possibilité que ça fonctionne. Ou sinon, vous pouvez préparer un plan B, ce qui fait que si ça ne fonctionne pas, vous savez que vous pouvez rebondir et vous pouvez utiliser ce doute comme une feedback loop, c'est-à-dire une boucle de rétroactivité qui vous permet de chercher une solution. Et si ça ne fonctionne pas, hop, ça vous envoie une information qui vous permet d'améliorer cette solution, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. La deuxième stratégie pour gérer le doute, il y a plusieurs habitudes qui permettent d'avoir un mindset positif, et donc je vais vous en partager trois habitudes pour avoir un mindset positif. La première chose, c'est de planifier tout ce que je fais sur 3 mois, d'avoir un plan trimestriel où je vais planifier exactement les étapes que j'ai prévues. Ça va me permettre de me donner une direction et d'éliminer pas mal de doutes que j'ai sur le chemin parce que je sais que à un moment, je vais planifier tout ce que j'ai en tête, donc je vais déverser tout ce que j'ai dans la tête, et ça va me permettre de repartir sur des bases saines et de me donner une direction. Et normalement, pendant ces 3 mois-là, j'ai pas de doute, en théorie, bien sûr, parce que je sais dans quelle direction je vais. La deuxième étape, une fois qu'on a fait une planification sur 3 mois et de savoir dans quelle direction on va, c'est de se faire un plan d'action, donc de découper chaque petite étape. Et moi, j'aime bien le faire sous forme de checklist. Donc, je vais découper toutes les étapes une à une, savoir exactement ce que j'ai à faire. Par exemple, récemment, j'avais fait un gros lancement avec webinar, email de vente, séquence email. Et chaque semaine, je savais exactement quelle tâche j'avais à accomplir parce que j'avais une durée limitée pour le faire. Et si je m'étais dit, il faut que je le fasse en 3 mois et que j'ai pas de plan d'action qui est vraiment détaillé, j'aurais très bien pu le faire sur 4 ou 5 mois. Alors que là, je savais que je devais rentrer précisément dans les cases. Mais bien sûr, la vie n'est pas toujours si rose. Ça suffit pas toujours de planifier et de faire un plan d'action. Et parfois, on a tendance à oublier les objectifs qu'on s'est fixés, que ce soit sur 3 mois, sur un an ou sur du plus long terme, comme 5, 10, 25 ans. Et quelque chose que j'ai trouvé qui m'aide énormément pour reprendre confiance en moi quand justement je perds ma confiance en moi, parce que ça m'arrive, je suis pas infaillible, ça m'arrive encore régulièrement d'avoir des doutes, de ne pas savoir dans quelle direction je vais. Et quand j'ai des doutes, je vais prendre mon carnet qui se trouve juste là. Je vais noter les objectifs que j'ai à long terme et je vais les recopier dans mon carnet juste ici pour vraiment me les mémoriser et les ancrer en moi. La troisième et dernière stratégie que j'ai pour surmonter les doutes, justement, c'est encore un lien avec ce carnet. C'est 4 questions que vous pouvez vous poser. Et pour être transparent avec vous, j'ai refait l'exercice ce matin et je trouve que cet exercice est très puissant. Donc je vais vous donner les 4 questions et je vous recommande de le faire dans votre journal. Donc écoutez bien les questions et ensuite on détaillera. La première question, c'est où dans votre vie est-ce que vous doutez de vous-même? La deuxième question, c'est est-ce que vous laissez ce doute vous empêcher d'avancer? La troisième question, c'est pourquoi? Et la quatrième question, c'est quelle est la pire chose qui puisse vous arriver? La première question est où est-ce que vous doutez de vous-même? Ça permet de faire une analyse, de sonder, on va dire, un petit peu les doutes que vous avez dans votre vie en ce moment. Et de les noter sur papier, c'est vraiment très puissant. La deuxième question, c'est est-ce que vous les laissez vous empêcher d'avancer? Ça permet de comprendre l'importance de ce doute. Est-ce que ce doute me bloque réellement dans ma vie ou est-ce que c'est un doute superficiel qui m'empêche pas d'avancer? Et dans ce cas-là, on peut le laisser, c'est pas grave, on a le droit de douter de choses. Je doute du nombre de brins d'herbe qu'il y a dans ce jardin, je ne sais pas s'il y en a 1 million ou 10 millions, mais ça ne va pas m'empêcher de dormir, ça ne va pas m'empêcher d'avancer, donc je peux faire abstraction de ce problème et le laisser vivoter. La troisième question, c'est pourquoi? Et cette question est très importante parce qu'elle permet de faire un diagnostic du problème, parce qu'on se demande pourquoi ce doute m'empêche d'avancer dans ma vie. Et je vous assure, j'ai fait l'exercice ce matin, c'est pas du tout facile comme question. Ça peut prendre 15-20 minutes avant d'avoir la réponse à ces 4 questions. Mais par contre, une fois que vous aurez fait ce diagnostic, ça sera très puissant pour pouvoir vous aider à avancer. La quatrième question, c'est quelle est la pire chose qui puisse vous arriver? Ce qui est vraiment génial avec cette question, c'est qu'on se rend compte que la plupart du temps, il n'y a pas grand-chose qui puisse vous arriver de si important lorsque la pire chose arrive. Il n'y a pas grand-chose de pire qui puisse vous arriver que échouer et vous pouvez recommencer.
C'est pour ça que c'est bien de l'écrire sur papier parce que ça permet de conscientiser ce diagnostic et de se rendre compte qu'en fait, on n'a pas grand-chose à perdre de passer à l'action. Pour résumer les 4 questions, pour que vous les fassiez dans votre journal, c'est où dans votre vie doutez-vous de vous-même? Deuxièmement, c'est les laissez-vous vous empêcher d'avancer? Troisièmement, c'est pourquoi? Et la quatrième question, c'est quelle est la pire chose qui puisse vous arriver? Maintenant, vous vous souvenez, au début de cet épisode, je vous ai dit que douter de soi est probablement la meilleure chose qui vous soit jamais arrivée. Et je vais vous expliquer pourquoi. L'objectif, c'est de faire du doute votre allié. C'est pas votre ennemi. Quand vous avez des doutes, le fait de les partager avec quelqu'un de confiance, ça va vous donner le courage et la force de continuer. Si vous avez des doutes, il ne faut pas hésiter. Donc, si vous avez un conjoint ou une conjointe, d'en parler à cette personne-là. Si vous avez des collègues, des amis, des gens sur qui vous pouvez compter, c'est très important. Si vous n'avez pas la chance d'avoir ces personnes-là dans votre entourage, vous pouvez aussi faire appel à un psychologue ou à un coach business. Mais c'est très très important de pouvoir se confier sur nos problèmes et nos doutes parce que le fait de se montrer vulnérable et de parler de ses doutes à quelqu'un de confiance, ça permet de construire un plus grand sentiment de confiance en soi dans sa vie. Et le doute, c'est pas quelque chose de négatif, c'est un outil positif. Et si vous vous dites justement, je ne dois jamais avoir de doute, je ne dois pas montrer mes faiblesses, je suis invulnérable, c'est probablement la pire phrase à dire pour arrêter de douter. Au contraire, ça va vous faire encore plus douter parce que votre cerveau il ne fait pas la différence entre ce que vous ne voulez pas et ce que vous voulez. Donc si vous dites je ne vais jamais avoir de doute, eh bien votre cerveau va comprendre je vais avoir des doutes, j'ai des doutes. Donc si vous vous concentrez sur quelque chose, alors c'est ce qu'il y aura dans votre tête. Par exemple, si je vous dis ne pensez pas à une baleine rouge qui joue du trombone sur un tricycle, même si je vous dis de ne pas y penser, forcément vous allez y penser. Et c'est la même chose avec le doute. Si le doute est votre ennemi, alors vous le rendez plus fort. Et si le doute devient votre ami, alors il va pouvoir débloquer votre plein potentiel. Tout à l'heure, je vous ai parlé de partager vos doutes avec des personnes de confiance, mais qui est-ce qui peut vous aider vraiment avec ça? Votre environnement est extrêmement important. Vous allez me dire, on ne peut pas changer notre famille, par exemple. C'est vrai, vous ne pouvez pas changer votre famille, mais vous pouvez choisir vos amis. Vous pouvez prendre un coach, vous pouvez prendre un mentor, un psychologue, pour creuser dans vos pensées et trouver ce qui vous bloque. Vous pouvez rejoindre une communauté d'entrepreneurs, vous pouvez rejoindre un mastermind. C'est un groupe d'entrepreneurs qui se retrouvent chaque semaine justement pour partager ses doutes, pour partager ses problèmes, pour partager ses blocages et pour pouvoir avancer dans son business. Et pour moi, le mastermind, c'est un des outils les plus puissants pour pouvoir surmonter ses doutes et pour pouvoir avancer. Revenons maintenant sur l'histoire du début. Finalement, après m'être fait exclure de mon lycée en 2012, j'ai commencé à douter de cet environnement. Je me suis dit que c'était peut-être pas le meilleur environnement pour moi finalement. Et j'ai commencé à douter des relations que j'avais, des amis entre guillemets que j'avais qui passaient leur temps à caler des douilles, à fumer des joints, de pitancher la gueule jusqu'à ramper par terre. Et j'ai commencé à douter de tout cet environnement ultra dark. Et j'ai décidé de me ressaisir. Et du jour au lendemain, j'ai décidé d'arrêter complètement les bangs, de me couper des gens qui fumaient sans arrêt, de ne plus passer de temps avec eux. Mais ça ne s'est pas arrêté là puisque j'ai décidé de partir au Sénégal et de faire un bénévolat pendant 3 mois pour aller aider les enfants de la rue. Pour moi, c'était un moyen de sortir de cet environnement-là, mais c'était aussi un moyen d'aider des enfants qui se retrouvaient dans des situations qui étaient très critiques. D'ailleurs, en parlant de drogue, il y avait des enfants qui avaient à peine 5 ans qui se shootaient avec de l'alcool qui était imbibé dans un chiffon et qui mettaient dans leur gorge. Malheureusement, encore une fois, c'est leur environnement qui faisait qu'ils étaient dans des conditions atroces et horribles. Mais finalement, mon objectif, c'était justement de les aider à sortir de cette condition, à les sortir de la rue, et peut-être que d'une certaine forme, en aidant des enfants qui ont vécu une situation atroce et à les aider justement à remonter la pente et à revivre une vie, on va dire, plus ou moins normale, à retourner à l'école et à se former. Ça m'a permis, moi aussi, d'avoir une sorte de déclic dans ma tête. Et de retour après cette expérience qui était exceptionnelle, je suis moi-même retourné sur les bancs de l'école et je suis ressorti avec un diplôme pour devenir coordinateur de projets culturels. Ça m'a permis de prendre conscience que des personnes qui vivent dans des conditions 10 fois plus terribles que la nôtre sont pas forcément 10 fois moins heureux. Mis à part ces enfants-là, beaucoup de Sénégalais ont l'air très heureux dans leur vie et ils ont 10 fois moins de matériel. Et au contraire, j'avais jamais vu autant de joie autour de moi depuis longtemps comparé à tout ce que je voyais en France. Donc forcément, en changeant d'environnement, j'ai changé de comportement, j'ai transformé mon système de croyance et surtout j'ai commencé à croire en moi et en tout ce qui était possible. Et donc la conséquence de ça, c'est que progressivement, j'ai commencé à méditer. Au début, c'était un jour par semaine, puis 2 fois par semaine, puis c'est devenu tous les jours, tous les jours, tous les jours, et depuis, j'ai médité tous les jours depuis que j'ai commencé. Puis j'ai commencé à faire du sport. Au début, c'était courir 1 fois par semaine. C'était quelque chose d'énorme pour moi, parce que quand on a des anciens poumons de fumeur, courir, ça peut sembler super dur. On a l'impression de cracher ses poumons. Au début, c'était 1 fois par semaine. Et aujourd'hui, c'est 6 jours sur 7. Puis j'ai commencé à lire un livre. Au début, c'était un livre sur 2 mois, puis un livre par mois.
Et aujourd'hui, je lis un livre par semaine. Puis j'ai commencé à prendre soin de mon cerveau, à prendre soin de mon corps et à optimiser ma vie pour me créer la vie que j'ai vraiment envie de vivre. Ce qui m'a emmené à créer mon école de musique en ligne et j'ai commencé à vendre des formations en ligne, à créer du contenu sur Internet. Et quelques années plus tard, j'ai lancé ma chaîne YouTube qui a atteint 35 000 abonnés avec des milliers de guitaristes francophones qui me suivaient sur les plateformes. Et donc 14 millions de vues plus tard, j'en suis même arrivé à travailler avec Marketing Mania, la chaîne numéro 1 sur le marketing en France avec plus de 470 000 abonnés. Et aujourd'hui, je suis un entrepreneur complètement libre qui vit de son business et qui habite en Thaïlande. Donc rappelez-vous d'une chose, de l'autre côté du doute, il y a la personne que vous avez voulu devenir tout au long de votre vie. Et maintenant, on passe à la section librairie dans laquelle je vais vous faire une recommandation. Ça peut être n'importe quoi, un épisode, un podcast. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un épisode sur TEDx. Donc TEDx, c'est une série de conférences qui est organisée au niveau international et ça a pour but de mettre en avant des idées qui méritent d'être diffusées. Et ce matin, j'ai écouté l'histoire de B.G. Davis sur TEDx et justement, il parle de tous les doutes qu'il a eu dans sa vie. Et honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi intense, mais quand j'ai fini l'épisode, j'avais les larmes aux yeux. Ça m'a donné beaucoup de frissons et j'ai trouvé vraiment cet épisode très intense, donc je vous le recommande. L'épisode s'appelle Freedom from Self-Doubt, être libre du doute de soi. Finalement, il a terminé en prison pendant 8 ans à cause de sa consommation de drogue parce que aux États-Unis, c'est pas légal de consommer de la drogue comme ça. Mais quand il était en prison, sa maman, elle a fait une crise cardiaque. Elle a fini dans un hôpital glauque et froid. Et il pouvait même pas aller la voir et la soutenir alors que c'est le moment où elle avait le plus besoin de lui dans toute sa vie. Et lui, il était comme un con en train de marcher en rond dans sa chambre de prison. Mais finalement, après 8 ans, il est sorti de prison. Il a décidé de se ressaisir et de retourner se former à l'école. Il a eu 2 enseignants qui ont radicalement changé sa vie. Et à un moment, il a compris que la seule personne qui croyait pas en lui et qui avait besoin de croire en lui, c'était lui-même. Alors ses enseignants l'ont motivé, il a fondu en larmes comme ça, à genoux au sol, devant ses 2 enseignants. Et 5 ans plus tard, on peut voir que c'est devenu un homme heureux, on peut voir les photos, il a passé un diplôme, il est devenu médecin, et on peut voir qu'il est finalement, il est avec sa maman, qui a finalement survécu. Il a fondé une famille, il est heureux. La bonne nouvelle pour vous, c'est que vous n'avez pas besoin d'aller en prison pour surmonter vos doutes, mais parfois la seule personne qui vous empêche d'avoir confiance en vous, c'est vous-même. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez apprécié ce concept d'éliminer le doute de soi pour poursuivre ce que vous voulez vraiment, j'ai créé une formation gratuite de 30 jours par email appelée 30 jours pour un équilibre business et bien-être. Dans cette formation, je partage les stratégies éprouvées et un guide étape par étape pour vous aider à instaurer des bonnes habitudes d'équilibre dans votre vie pro et perso. Vous y découvrirez comment maîtriser vos journées, vous concentrer sur les comportements à haute valeur ajoutée et construire méthodiquement la vie que vous voulez pour allier réussite business et bien-être durable. Car au final, se libérer du doute et réaliser ses ambitions, c'est pas juste avoir des petits hacks pour doper sa discipline et sa motivation, c'est d'abord mettre en place des bases, des fondations d'un mode de vie et d'un mindset carré et solide au quotidien. Et il faut une méthode concrète pour y arriver. Si vous voulez recevoir gratuitement cette formation complète et gratuite par email, rendez-vous sur tonymarketing.fr/30-jours. Tous les 3 jours, vous recevrez les meilleurs conseils actionnables étape par étape pour transformer vos habitudes et votre mindset d'entrepreneur sur le long terme. Je vous encourage vivement à vous inscrire dès maintenant sur tonymarketing.fr/30-jours. C'est entièrement gratuit et ça peut vraiment changer la donne. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et à très vite. C'était Tony. Ciao!